Bien, bonjour tout le monde. Alors, pour vous présenter le yoga aujourd'hui, je vais vous proposer de faire un voyage. Est-ce que vous êtes prêts à faire un voyage avec moi? Ok, alors on est parti. On va partir en Inde. En Inde, il y a à peu près 6000 ans. D'accord? Donc on est au bord du Gange et on est dans la forêt. Et il y avait des sages dans la forêt qui étudiaient la nature. Ils étudiaient les minéraux, les végétaux, les animaux, et ils s'étudiaient aussi eux-mêmes. Et ces sages-là ont été un peu les premiers scientifiques à essayer de comprendre comment tout cela fonctionnait. Leur but était de retrouver l'harmonie, de trouver comment tout ça pouvait fonctionner ensemble, comment ce miracle de la nature pouvait prendre place. Donc ils ont compris qu'il fallait être complètement intégré à cette nature, et c'est comme ça que le mot yoga est né, puisque yoga veut dire réunir nous et notre environnement pour vivre le mieux possible. Donc à partir de là, il y a eu tout un tas de textes qui ont été édictés, et il y en a encore beaucoup qui sont écrits aujourd'hui. Et tous ces textes ont simplement essayé de quoi? De transmettre ce qui avait été perçu à cette époque-là, pour que toutes les générations puissent en bénéficier. Et c'est ce que je vais essayer aussi de faire un petit peu aujourd'hui, en essayant de résumer ce qu'est le yoga. On va dire qu'il y a 4 vraiment courants de yoga qui ont été proposés à l'Occident et dans le monde. Le premier, c'est le Jnana Yoga. Jnana Yoga, ça veut dire le yoga de la connaissance. De la connaissance par l'étude des textes, qu'on a vu juste avant, mais aussi la connaissance en s'étudiant soi-même, en essayant de percevoir qu'est-ce que je ressens profondément dans telle ou telle situation. Et les Jnana Yogis sont des gens qui, au quotidien, s'étudient soi-même avec le support des textes. Vous avez ensuite le Karma Yoga. Le Karma Yoga, c'est le yoga de l'action désintéressée. Quand on a une cause qui fait sens pour nous, on va s'investir dans cette cause-là et on va se mettre au service de cette cause-là. C'est une façon de faire le Karma Yoga. La deuxième façon, c'est de se faire son travail sans chercher à forcément gagner de l'argent avec, mais le faire avec beaucoup de cœur, beaucoup de plaisir, beaucoup d'envie, et dédier tout ce travail à la communauté. Bien sûr, il y a un salaire, mais c'est accessoire. Le Bhakti Yoga. Le Bhakti Yoga, c'est un petit peu particulier. Ce sont des gens qui sont capables de reconnaître en chaque être, homme, animal, végétal, minéral, qui a une notion divine en eux, qui a quelque chose de particulier qui brille à l'intérieur, et donc ils sont totalement voués à ça, et au quotidien, avec les gens qu'ils rencontrent, avec toutes leurs relations, ils essayent de faire en sorte de voir l'autre avec cette notion lumineuse. Enfin, le Raja Yoga, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. On l'appelle le yoga royal. Le yoga royal, pourquoi? Parce qu'il a été édicté 8 branches, qu'on va voir tout à l'heure, pour nous permettre d'atteindre à cette notion d'union, de réunir, d'être bien. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Tantra Yoga ici, mais ça aujourd'hui on ne va pas le traiter parce que je ne suis pas sûr que vous soyez prêts à entendre ce genre de choses. On en parlera peut-être plus tard, et je vous parlerai de mon mémoire de fin d'année à la Bihar School of Yoga, où j'ai traité des glandes endocrines et des relations énergétiques, mais ça viendra plus tard. Allez, on continue. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le Raja Yoga, et dans le Raja Yoga, il a été édicté 5 causes de souffrance. La première, le manque de conscience. Vous entendez souvent parler de pleine conscience, de ces méditations maintenant que l'on propose, qui nous permettent d'être dans l'instant présent. C'est ça. Si vous manquez ça, vous allez commencer à souffrir de quelque chose, divers ou varié. L'ignorance, oui, on est souvent ignorant de plein de sujets, ce qui est normal, on ne peut pas tout connaître, mais l'ignorance peut nous amener à souffrir, l'ignorance peut nous amener à la peur. Donc, essayer d'avoir un maximum de connaissances sur nous-mêmes, et c'est ce qu'ont fait les sages des temps anciens, ça nous permet de vivre mieux. L'ego. Oui, on parle souvent de moi-je, c'est souvent moi-je, et ce moi-je va nous amener des souffrances car on s'éloigne de l'autre quand on commence à trop s'individualiser. L'attachement, on est attaché à nos biens matériels, beaucoup trop, on est attaché à notre environnement, notre famille, nos amis. Pourquoi être attaché à tout ça plus qu'à autre chose? Le yoga a dit que ça c'était une source de souffrance. Enfin, la peur de la mort qui est une des plus grandes peurs et qui est souvent la source de toutes les autres peurs derrière. Comment se libérer de tout ça? On va cultiver le non-attachement, c'est la première des choses. Donc essayer de se libérer de cette emprise que peut avoir et le matériel et l'environnement humain autour de nous. Et on va avoir des outils pour ça. Et l'expérience par la pratique. Car ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que le yoga, c'est une vraie science. C'est une expérimentation qui va vous permettre de valider ce que je suis en train de raconter. Et on l'expérimentera ça tout à l'heure ensemble. Donc l'idée, c'est que le Raja Yoga a été codifié en 8 points. On va vite passer sur ces 8 points.
Le premier, yama. Yama, ça veut dire contrôle, code de conduite. Par exemple, la non-violence que prenait Gandhi à l'époque, ou le fait d'essayer d'exprimer la vérité. Ça, c'est des valeurs universelles, tout le monde est capable de faire ça. Niyama, plus dédié aux aspirants qui veulent vraiment mettre les mains dans le yoga et qui se disciplinent à pratiquer régulièrement. Donc on a d'autres codes de conduite pour nous aider à aller par là. Asana, c'est ce qu'on connaît le plus dans le monde du yoga, ce sont les postures. Vous avez vu plein de choses autour des postures, mais yoga, c'est vraiment pas que ça. C'est certainement pas que ça. C'est une toute petite partie de ce qu'est yoga. Les asanas ont été codifiés pour conserver un corps en bonne santé. C'est là leur seul but. Mettre les deux pieds derrière la tête et marcher sur les mains, c'est pas yoga, c'est de la contorsion. D'accord ? Passe au pranayama, et c'est ce qui est le sujet de ce jour, c'est des exercices de respiration qu'on va expérimenter tout à l'heure, donc je passe rapidement là-dessus. Et à partir de là, le 4e point, pratyahara, va nous faire passer du yoga externe, ce qu'on fait dans la vie, au yoga interne, ce qu'on fait à l'intérieur de nous-mêmes. Pratyahara, ça veut dire le retrait des sens. On a bien 5 sens, vous êtes d'accord avec moi ? Oui, vous êtes toujours là. Donc ces 5 sens-là, on va essayer de les raffiner pour pouvoir arriver à se concentrer, qui est dharana, le 6e point, se concentrer sur un seul point pour nous permettre d'aller ensuite vers dhyana, la méditation. Vous avez déjà tous vécu le fait de lire un livre, vous arrivez au bout de la page, vous n'avez rien compris à la page. Pourquoi ? Parce que votre mental, il était parti ailleurs. Donc l'objectif de dharana, c'est de se centrer et d'être capable de fixer son attention suffisamment longtemps sur un point. Ce qui nous mène à dhyana, donc la méditation. Il faut bien entendre là que la méditation fait totalement partie du yoga. On a souvent dit yoga c'est d'un côté, méditation de l'autre, c'est faux. La méditation est le but ultime du yoga. L'état méditatif. C'est un état de paix, un état de sérénité, un état de bien-être. Et quand on stabilise ça, quand on arrive à garder cet état longtemps, on appelle ça samadhi, qui est cette notion d'éveil, de nirvana, simplement cette notion d'être tout le temps dans l'instant présent et tout le temps dans l'état méditatif. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin dans l'idée de pranayama. Tout à l'heure, le professeur Marquette a parlé d'énergie. Prana, ça veut dire énergie, dans la même conception de ce qu'on a étudié tout à l'heure. Yama, ça veut dire contrôle. Par les exercices de respiration, on va apprendre à contrôler notre souffle et faire en sorte justement que l'inspiration soit volontaire, mais que l'expiration soit volontaire aussi, et la suspension du souffle entre les deux devienne aussi contrôlée. Donc ça, c'était juste pour vous rappeler qu'on est vraiment dans un monde physiologique quand je parle d'énergie et dans rien d'autre. Tiens, monsieur Einstein, l'énergie, c'est de la matière c'est de l'énergie. En yoga, c'est très important. Et ça fait des millénaires qu'on sait ça. On part du principe que tout ce qui est autour de nous n'est que des atomes en vibration et que ça prend diverses formes par rapport à des différentes fréquences. Donc ça, il faut bien le garder en tête et c'est important aussi dans le monde du yoga. Donc, la première respiration que je vais vous apprendre aujourd'hui, ça s'appelle Ujjayi. Ça veut dire la respiration victorieuse. Donc là, je vais avoir besoin de votre participation et on va apprendre ça ensemble. Vous avez déjà entendu respirer ce monsieur-là ? Ça fait un peu ça. Eh bien, c'est ce que vous allez essayer de faire maintenant. Donc, je vais vous demander de poser vos mains sur les cuisses, vos pieds dans le sol, de redresser un peu votre dos. Ouais, voilà. De fermer les yeux si vous le voulez. Tout à l'heure, le professeur Baquet ironisait un petit peu là-dessus, mais ça sert, ça fait du bien. Donc, on ferme un peu les yeux et on va se concentrer sur notre respiration ventrale. Si vous avez besoin de défaire un peu la ceinture, faites-le, on est entre nous, personne ne vous regarde. Voilà, donc on respire avec le ventre. Le ventre se gonfle à l'inspire, le ventre se creuse à l'expire. Et ce que vous allez faire, c'est bien respirer avec le nez, mais resserrer un petit peu votre gorge pour mieux canaliser l'air dans la gorge. Et c'est à cet endroit-là que le son va sortir. Au départ, si vous n'arrivez pas vraiment à le faire, forcez-le un petit peu, comme les gens qui ronflent. Vous savez, quand vous êtes en train de vous endormir, vous avez un petit ronflement qui arrive. Eh bien, c'est un peu ça au départ. Et après, on essaye de le rendre beaucoup plus subtil. Est-ce que ça fonctionne ? Si ça fonctionne, dans l'amphithéâtre, ici, ça doit résonner, on doit l'entendre. Donc faites-le plus fort. Ouais. Ok. Continuez encore un petit peu. Très bien.
Vous pouvez conserver ça maintenant sur le reste de la conférence si vous le souhaitez. Ouvrez vos yeux. Vous avez pu vérifier qu'il y a 3 phases à la respiration. L'inspiration que nous en yoga on appelle Puraka, l'expiration qu'on appelle Rechaka et la suspension entre les deux, soit à la fin de l'inspire, soit à la fin de l'expire. Et cette suspension-là, Kumbhaka, c'est quelque chose de très important en yoga sur lequel on va beaucoup travailler. Et donc on va faire un exercice par rapport à ça. Mais avant ça, vous avez pu vérifier que vous étiez bien dans une respiration ventrale, on est bien d'accord. On n'est pas en haut, on est vraiment en bas, on est détendu dans l'abdomen et on se sert de l'abdomen pour respirer. Ne pas oublier de respirer, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est important. Et quand vous décidez d'arrêter de faire une pause à la fin de l'inspire ou à la fin de l'expire, c'est votre choix. L'apnée du sommeil ou les apnées qui ne sont pas volontaires, c'est encore autre chose, c'est pathologique. Là, nous, on prend le contrôle. On est bien d'accord. Donc on va faire cet exercice, le départ il est en bas ici à gauche, vous allez suivre ce carré-là. Donc vous vous remettez dans la respiration dans la gorge, et on va prendre 4 secondes pour inspirer, 4 secondes pour faire une pause, 4 secondes pour expirer, et encore 4 secondes pour faire une pause. Vous êtes prêts? On commence ensemble par expirer complètement, vider tout l'air, on est en bas. On inspire, 1, 2, 3, 4, on fait une pause, 1, 2, 3, 4, on expire, 1, 2, 3, 4, on fait une pause, 1, 2, 3, 4. Continuez, inspirez, comptez pour vous. Si 4 c'est trop, faites 3. Si c'est pas assez, faites 5. Soyez confortable. Encore. Toujours avec la respiration dans la gorge. À la fin de votre prochaine expire, vous pouvez stopper cet exercice. Et commencez à ressentir un peu ce qui se passe pour vous à l'intérieur. Gardez bien cet exercice en tête, parce que vous pourrez le reproduire à la maison et l'expérimenter mieux que ça. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vous invite à vraiment expérimenter ça à la maison. On va continuer avec juste diverses techniques qui ont été codifiées par le yoga et qui servent à chaque fois à quelque chose. Nadi Shodhana veut dire le nettoyage des canaux énergétiques. C'est un pranayama qui est harmonisant. Kapalabhati est un pranayama qui veut dire faire briller les os du crâne. Pas mal. Pourquoi faire briller les os du crâne? Simplement parce qu'on va chercher à nettoyer le mental, à se libérer des pensées perturbatrices. Une petite phrase que je vous donne et qui résume bien ce qu'est le yoga, c'est Yoga Chitta Vritti Nirodha. C'est du sanskrit. Le yoga est l'arrêt des fluctuations du mental. Ça, c'est un des versets qui a été expliqué, qui donne l'explication de ce qu'est le yoga. Le yoga est l'arrêt des fluctuations du mental. Important. Brahmari, ça veut dire le bourdonnement de l'abeille. C'est un pranayama qui va nous permettre de calmer, de détendre. Shitali, un pranayama qui est rafraîchissant. Quand l'été, vous êtes dans une activité trop importante ou que vous êtes trop perturbé mentalement, vous prenez Shitali, ça vous calme. Il y en a bien d'autres que je pourrais vous expliquer, mais on va continuer. Je vais vous expliquer rapidement mon expérience par rapport à ça, et j'ai écrit un livre que vous pouvez trouver un petit peu plus loin. Pour vous expliquer que moi, comme on l'a dit en intro, je n'étais pas du tout dans le monde du yoga, j'étais dans le monde du commerce et j'étais dans une vie très très stressante et très très active et trop active et pas loin du burn-out. Et à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter. À cette époque-là, j'étais très souvent malade, angine, bronchite, je passais mes automnes et mes hivers à aller chez le médecin, à prendre de la cortisone, etc., etc. Rien n'y faisait. J'ai rencontré le yoga en mois de septembre. Le premier hiver que j'ai passé a été très compliqué parce que j'étais complètement bouché et pour faire des exercices de respiration, c'est pas simple. Le deuxième hiver, l'année d'après, ça a été terminé. Et depuis, je suis plus du tout malade. Donc plus de rhume, plus d'angine, plus de bronchite, plus ces trucs-là. Pourquoi? Parce que simplement le fait de respirer volontairement et de contrôler sa respiration nettoie les voies aériennes, ça c'est la première des choses, et harmonise votre corps de l'intérieur. Donc c'est quelque chose qui est important et aujourd'hui, ce dont je vous parle, c'est de mon expérience. Je ne vous parle pas d'un savoir livresque. Ça c'est encore une autre histoire. Vraiment, pendant toutes ces dernières années, j'ai expérimenté beaucoup de choses, j'ai suivi beaucoup d'enseignements et tout ce que je vous raconte aujourd'hui est simplement le fruit de mon expérience. Si c'est pour vous répéter un livre, ça n'a aucun intérêt. Et ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer, de pratiquer et de voir ce que ça donne chez vous. Et c'est pour ça qu'il y a une autre science dans le yoga qu'on appelle le Swara Yoga, qui est, le Swara, ça veut dire son, vibration. Et la respiration, elle est vibratoire.
vous pouvez entendre quand vous respirez. Si vous avez bien expérimenté ce que je vous ai demandé tout à l'heure, il y a un son qui est produit. Les yogis ont étudié qu'il y avait à peu près 21 600 respirations par 24 heures, qu'il y avait un son produit par le souffle et que ce son était so à l'inspire, ham à l'expire. Et tout à l'heure, on va écouter. Et qu'il y avait 5 vayus, ça veut dire 5 souffles. Et ces 5 souffles nous aident dans l'assimilation, dans l'excrétion, dans la diffusion, etc. Bref, on va continuer tranquillement. C'est maintenant qu'on va essayer d'expérimenter vraiment tous ensemble une pratique qui s'appelle Ajapa Japa. Ajapa Japa, ça veut dire la répétition spontanée d'un son. La respiration a un son, c'est notre but aujourd'hui, c'est d'écouter ce son. Remettez-vous dans les meilleures conditions possibles pour vous. Et je vais vous demander à nouveau de fermer les yeux, de vous remettre dans le ventre et de reprendre la respiration qu'on a vue tout à l'heure dans la gorge, Ujjayi. Voilà. Et dans ce moment de calme et de tranquillité, écoutez le son produit par votre souffle. Si au départ vous n'entendez pas bien, répétez mentalement le son so tout le long de votre inspire et le son ham tout le long de votre expire. La pause, elle est très courte. L'important, c'est d'approfondir le temps d'inspire et d'approfondir le temps d'expire. Restez bien sur le son, bien sur le souffle, détendu dans votre ventre. Et profitez de ça encore quelques secondes. Soit vous répétez mentalement so, ham, soit vous l'entendez. Et à la fin de votre prochaine expiration, vous pourrez quitter cet exercice. Et ouvrir les yeux. Bien. Et là, encore une fois, dès qu'on pratique, juste après, on se pose la question, tiens, qu'est-ce que ça fait pour moi? Comment j'ai réagi à ça? On a un temps de pratique très court aujourd'hui, mais justement, par rapport à tout ce que je viens de vous raconter, essayez simplement de ne pas forcément me croire, mais d'expérimenter par vous-même. Tous les jours, prenez 20 minutes. Je sais que ce n'est pas évident de trouver 20 minutes dans une journée qui est très chargée, mais prenez 20 minutes pour vous occuper de vous. Dans ces 20 minutes, faites ce qu'on vient de faire là. Faites ça tous les jours pendant 3 mois. Je peux vous assurer que dans 3 mois, votre vie elle s'est totalement transformée. Vous vous êtes éloigné de beaucoup de tensions, de beaucoup de problèmes. Encore une fois, la seule façon que j'ai de pouvoir vous faire valider ça, c'est que vous expérimentiez. Le yoga est une science de l'expérimentation. Donc faites-le. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée.